Imoscopie, Alain Dinin, Pascal Bonnefille. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Alain Dinin, vous êtes à la tête du premier groupe immobilier en France. Les lecteurs d'Imo Week ont d'ailleurs fait de vous en 2020 la Pierre d'Or du professionnel de l'année, c'était bien le moins. Mais votre voix porte souvent bien au-delà du secteur. Vous aimez d'ailleurs à dire que vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier, c'est un peu peut-être de la provoque, et vos prises de position, notamment en matière de logement, on en reparlera, fascinent ou irritent parfois, ce que d'ailleurs je crois votre personnalité ne déteste pas. Je vous propose que nous fassions mieux connaissance et que nous commencions éventuellement par le commencement. Si je vous dis Dunkerque. Dunkerque. J'y arrive, je crois, j'ai 2 ans. Avec ma sœur qui avait 1 an de moins que moi, mon père qui a décidé de reprendre le magasin de sa mère qui était un marchand de tissus à Dunkerque. Et voilà, le nord, le froid, les grandes plages, la grisaille et puis tout le reste, la chaleur, l'humanité. Et Dunkerque, vous restez combien de temps dans ce nord? Parce qu'on dit souvent le ch'ti de l'immobilier, c'est une bon. Alors mais... je finis mes études et mon bac à Hasbrook. Alors ça s'invente pas, c'est le milieu des Flandres. Je pense que la plupart des auditeurs savent même pas où ça se trouve. Je fais mon bac et je monte ensuite, comme on dit, on monte sur l'île pour mon deuxième emploi autour de mes 23 ans, 24 ans après des études. Et vous faites une école de commerce à Lille, l'école de commerce de Lille d'ailleurs. Alors je fais Subdeco Lille, ce qui s'appelait Subdeco Lille, ce qui s'appelle aujourd'hui Schema, oui. Voilà. Dans un hasard qui est d'ailleurs au fond ce qui sont les moments de ma vie, sont des rencontres avec des personnages, des personnalités. Pour des raisons diverses et variées, en particulier un peu d'activisme en 1968, j'avais 17 ans. Je me retrouve exilé et sorti de tous les lycées dunkerquois. Pourquoi vous aviez été un mauvais esprit? Il devait pas y avoir énormément de gens qui criaient un peu fort et comme on le sait, je suis un peu exagéré, je suis un peu caricatural. Donc j'avais dû pousser un peu trop fort et donc les lycées dunkerquois avaient décidé de pas me reprendre à l'issue de ce mai 68 et donc j'ai dû faire ma terminale à Hasbrook. D'où Hasbrook, c'est ça. Et dans un système qui était un système court puisque mon père avait refusé que je redouble une seconde classique et donc je fais un bac G3 dont les principales caractéristiques étaient de savoir faire un peu de comptabilité pour le bac et un peu de dactylographie. Ce qui n'est pas inutile dans la vie. C'est pas inutile, ça l'a été utile, très utile au moment de mon service militaire quelque temps après, mais dans l'instant, ça m'arrêtait sur le plan scolaire. Et là, j'ai rencontré une personne par hasard qui m'a dit que c'était trop bête de s'arrêter là. Et donc j'ai pu faire ce qui ne serait plus possible aujourd'hui, une prépa HEC à Dunkerque, au lycée Jean Bart. Alors j'ai ramé, hein. Bon. Et en 2e année, une prépa Subdeco, et là j'ai pu intégrer Subdeco à Lille. Subdeco Lille. Alors, ce qui fait, il me semble, une de vos particularités, alors dans ce monde de l'immobilier, c'est vrai qu'il y a toujours eu des personnalités atypiques, il n'y a pas que des polytechniciens, des normaliens, des HEC, des énarques, mais aujourd'hui, on va dire quand même que quand on regarde notre monde de l'immobilier, ils sont très nombreux. Et il me semble que vous êtes donc cette personnalité atypique qui n'est pas d'abord un Parisien et n'êtes pas non plus issu de tous ces grandes écoles qui font la saveur de la France, peut-être. Ça, on y reviendra peut-être après parce que ça fait partie de la suite de l'histoire. Et oui. Mais puisqu'on est là pour l'histoire, oui. Ce que je représente ici, c'est quelque chose qui est probablement plus possible, c'est-à-dire de passer d'une filière courte où vous faites un bac technique et où vous êtes censé rentrer directement dans la vie professionnelle ou peut-être aller faire un BTS ou un IUT pour pouvoir réintégrer par un autre biais une prépa de niveau supérieur. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et c'est un des vrais soucis. C'est dommage. Je veux dire, si bien le monsieur un peu âgé que je suis maintenant regarde un petit peu à distance qu'on a mal fait, au fond, on a raté le système éducatif, on a raté la possibilité pour un tas de gens comme moi qui, à un certain moment de leur vie, peuvent rater une marche ou se remettre dans d'autres circonstances, de pouvoir s'en sortir. Et c'est beaucoup plus ça que le système des élites françaises qui m'intéresse d'évoquer ici. Et pourtant, c'est essentiel, cet ascenseur. Et on le voit bien avec votre parcours, puisque donc, après cette école supérieure de commerce, vous allez vers
quelles activités? Qu'est-ce qui vous passionne quand vous êtes le jeune homme? J'ai pas le temps d'être passionné. Oui. Voilà. J'ai pas le temps d'être passionné parce que d'abord je me suis, il faut pas le répéter trop fort, mais je me suis quand même discret. laissé un peu porter par les circonstances. Et malheureusement, j'ai pas le temps d'avoir des passions parce que l'année de mes 23 ans, donc je suis en 2e année de sup de co, mon père décède. Et donc à ce moment-là, en plus, je venais de me marier. J'ai ma belle-mère et demi-frères et sœurs. Tout ce petit monde sans argent. Mon père n'avait que des dettes, et donc je me retrouve à devoir récupérer ou reprendre sa carte de VRP. Alors pour les jeunes qui écoutent, ça parle pas. En fait, c'est un métier de commerçant et ça consistait à l'époque, à vendre des chambres froides, des frigos sous une marque qui est devenue connue, parce que c'était la marque Frigidaire. Sublime marque, devenue un nom commun. C'est devenu un nom commun, mais la marque n'existe plus. Et je vends des frigos entièrement à la com, tous mes frais à ma charge, voilà, pas de chiffre d'affaires, pas de résultat, pas de salaire. Et avec ça, je vis et j'essaye de faire vivre la famille et mes proches. Donc j'ai pas trop le temps de m'occuper de savoir qu'est-ce que je vais devoir faire, parce qu'en fait, il faut alimentairement faire marcher le système. Et là aussi, deuxième rencontre, enfin encore une rencontre. Hein. Le directeur général de Subdeco Lille à ce moment-là, qui est Monsieur Debourse, très éloigné de moi et tout, comme il avait vu que j'avais eu un classement honorable en entrant, et que je lui dis, je vais devoir arrêter parce que j'ai plus les moyens de payer, ou si j'ai les moyens de payer, ça sera grâce à un travail, mais ce travail ne me permet pas d'être en même temps à l'école. Eh bien, on fait le premier contrat en alternance, en tapant dans la main, et il me dit, écoutez, venez au cours, ne venez pas au cours, plutôt. Ce qui n'existe pas encore formellement administrativement, voilà. C'est lui qui... On est en 74. Oui. Donc, ne venez pas au cours, prenez faites avec vos copains, et donc, première équipe, je constitue mes copains, voilà. Et ils prennent les cours pour moi, le samedi et le dimanche, je les recopie, mais vous venez aux examens. Et donc, je fais 2e, 3e année dans ces circonstances-là. Pas trop le temps de passion, voilà. Puis ensuite... Oui, mais ça dresse le poil quand même, ce genre de moment tout de même, non? Je sais pas, enfin, peut-être qu'avec le temps, je me dirais que ça m'a construit, que ça m'a permis mais voilà. Oui, sur le moment, c'est moins agréable. Oui. Est-ce que j'ai une passion pour l'immobilier, ou est-ce que... Je suis arrivé dans l'immobilier par hasard, d'ailleurs, hein. Parce que si on continue un petit peu, je sors... Je suis rattrapé par la patrouille parce que comme j'avais fait l'andouille en 68, forcément, je me retrouve à faire une armée un peu difficile, un bataillon de... Où ça? À Sissonne, c'est à côté de Lens, c'est au bout du monde, dans un régiment d'infanterie de marine, là où on traite les fortes têtes, marié, un peu soutien de famille et toute une situation assez anormale, enfin peu importe. Toujours est-il que j'y vais, du coup je perds ma carte de VRP, je peux plus exercer ce travail-là, donc je cherche du boulot. Et donc, je ne cherche plus du boulot de commerçant parce que vendre au porte-à-porte, parce qu'à l'époque, hein, n'oublions pas d'internet, pas de possibilité de rendez-vous, etc. Eh bien, je me dis, le truc, ça serait vraiment de faire de la gestion, ça serait bien, je voudrais être comptable, chef comptable, un truc comme ça. Et il y a un poste de chef comptable qui s'ouvre aux 3 Suisses. C'est une société de vente par correspondance. À côté de la Redoute, à Roubaix, où je décide d'aller habiter, enfin tout près. Et là, je passe tous les entretiens. À l'oral, c'est toujours pas mal goupillé pour moi. Donc, il me semble que oui, l'oral est pas mal, hein, en moyenne. Et là, un test graphologique définit que je ne suis pas capable de diriger du personnel. Aujourd'hui, vous avez environ 10 000 salariés sous votre ordre, ce qui prouve que les tests valent ce qu'ils valent. Oui, en plus, je sais pas très bien si je suis un bon manager. Je sais en tout cas qu'à l'époque, j'ai eu la chance de pas être retenu pour être chef comptable. Et il se trouve qu'il y avait un poste de contrôleur de gestion d'une petite boîte, filiale du Crédit Lyonnais à l'époque. Voilà, UFI en fait. Ah oui, UFI, qui est devenu après Vendôme Rome, qui s'est intégré dans Foncia maintenant. Enfin, c'est toute cette histoire-là. Bien sûr. Et je rentre et je rencontre surtout un grand bonhomme à plein de considérantes, parce qu'il faisait 2 mètres. Et en même temps, ça a été mon patron pendant 16 ans, c'est Michel Lefebvre, qui a installé cette petite agence du Crédit Lyonnais. C'est une époque où les banquiers pensaient qu'il fallait qu'ils aient dans leur périmètre l'intégration de tous les agents immobiliers de façon à traiter la chaîne aval-amont. Alors ensuite, il y a eu 20 ans de trou, puis ils sont revenus, parce que c'est comme ça que quelques années près, Nexity a fait alliance avec les caisses d'épargne, et que Foncia est allé aux banques populaires, ou que Crédit Agricole Immobilier a montré ses propres structures, etc. Enfin, comme quoi les cycles... Oui, éternel recommencement. Les choses recommencent.
Et donc me voilà contrôleur de gestion d'une toute petite boîte qui vient de racheter un agent immobilier, syndic de copropriété et administrateur de biens à Lille. C'est comme ça que je touche l'immobilier. Mais en fait, sans jamais avoir pensé une seule. Les conditions économiques dans lesquelles on vivait étaient très très honorables, mais assez modestes quand j'étais petit. Et donc, mon père a commencé à vouloir être propriétaire à peu près 2 ans avant de décéder, donc on ne l'a pas été. Et donc, j'ai jamais connu l'immobilier, j'ai jamais connu les montages financiers, je savais pas de quoi on parlait, etc. Et c'est ça justement qui est passionnant de l'aventure, c'est qu'il y a la partie de hasard. Après, il y a quand même la volonté très forte, on en reparlera. Mais le hasard, c'est de rentrer dans ce cycle de l'immobilier. Donc, en fait, si je suis là, c'est parce que quelque part, vous pensez que je peux témoigner entre guillemets d'une réussite, oui, une visibilité. D'accord, oui. Je crois qu'il faut pas sous-estimer quand même que l'ensemble de tous ces sujets-là, ce sont des concours de circonstances. Alors, ce sont des concours de circonstances dont il faut être capable de les voir, de les saisir, et d'en tirer les conséquences et d'en faire quelque chose. Tout de même. Mais il faut pas sous-estimer. J'essaye de temps en temps, quand j'ai un peu de nerfs, de jouer au golf. C'est un sport extrêmement compliqué parce qu'il n'est que frustration. Et donc, on vous apprend à faire le mouvement comme il faut, etc. Mais ensuite, une fois que vous avez fait le mouvement, eh bien, il se passe plein de choses qui fait que la balle part pas, va au bon endroit. Un peu de stratégie. Voilà. Et donc, cette circonstance-là, pour moi, ça a été essentiellement la rencontre de personnes. Une personne qui m'autorise à faire une prépa, une personne qui m'autorise à faire le premier contrat en alternance, si je peux me permettre, et puis la rencontre de Michel Lefebvre. Oui, mais plein de gens ont rencontré Michel Lefebvre et ils n'ont pas tous créé Nexity, disons. C'est ça la différence, me semble-t-il. Mais j'ai pas créé Nexity, on en reviendra oui, enfin, vous étiez quelques-uns aussi. Mais enfin... mais c'est pas... oui, bon, alors... aussi, c'est un concours de circonstances. Alors, je vais pas tout résumer à un concours de circonstances, non. C'est pas faire le faux modeste auprès de vous, parce que d'abord, on se connaît bien, et puis c'est pas la peine. Mais quand même, il faut aussi, si ce témoignage doit servir à quelque chose, il doit servir au fait que, bon, il faut beaucoup travailler. Je crois que personne ne sous-estime la masse de travail que j'ai pu ou que d'autres ont pu faire, mais il y a plein de gens qui travaillent beaucoup, il y a plein de gens qui font de brillantes études et d'autres pas. Si les portes s'ouvrent, et ça revient à mon premier sujet sur la possibilité de ce fameux ascenseur social dont je doute beaucoup actuellement. Donc ça, je trouve que c'est un drame. Ce qui est le sujet peut-être du jour. Voilà, c'est notre drame du moment. Tous, et c'est ce sur quoi on devrait se focaliser le plus. Le reste, il faut quand même que les circonstances soient favorables. Alors peut-être que j'ai une tendance aussi avec le temps à éviter tous les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons. Voilà. Ça peut arriver, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a un bon souvenir dans l'arrivée qui est votre changement aussi? Vous arrivez vous allez devenir le directeur général de Ferinel. Vous suivez Michel Lefebvre dans ses aventures, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous a apporté ce moment de... Là, vous arrivez dans la promotion, dans ce métier... En fait, pas directement comme ça. Oui. Michel Lefebvre sympathise avec un jeune homme de son âge qui s'appelle Bernard Arnault. Qui est aujourd'hui un petit peu connu. Voilà, qui avait à ce moment-là repris l'activité BTP de son père et qui avait fait un peu de promotion immobilière. Et Michel Lefebvre était un grand commerçant, c'est un homme de sensibilité client extrêmement importante. Et quand Bernard Arnault propose à Michel Lefebvre de créer Ferinel, propriétaire à la mer, à la montagne, c'est-à-dire... On peut presque... Ça, c'est générationnel, mais alors évidemment, les jeunes ne sauront pas, mais moi, je vais quand même chanter Ferinel, propriétaire à la mer. Il y en a qui savent plus, mais... Ça c'est pour savoir que Pascal a une très belle voix, une très jolie voix. Oui. Et surtout, c'est un vieux. Donc, Ferinel... Donc, Ferinel, c'est de la résidence secondaire à la mer et à la montagne. Ferinel, c'est un promoteur qui, dans les années 80, 82, 83, fait 1 millier de ventes par an. Donc, on est sur des marchés qui aujourd'hui nous sembleraient bien petits, mais ça permet de faire pas mal de choses. Et donc, moi, je suis dans les bottes de Michel Lefebvre, et comme il s'occupe et qu'il a besoin de quelqu'un pour être un peu son couteau suisse, eh ben je suis son couteau suisse, plutôt gestion, finance. Voilà. Oui, enfin vous êtes le couteau suisse. Bernard Arnault part très vite aux États-Unis, il développe l'activité américaine, il revient en France pour s'intéresser à l'affaire Boussac, et donc très rapidement Michel Lefebvre devient le patron des activités immobilières
que l'on transfère à Paris dans les années 85-86 et qui s'appelle à ce moment-là Georges V. Parce qu'on s'installe avenue Georges V, c'est très original. C'est rassurant en même temps comme nom, Georges V. Les Anglais, les Français adorent. Je pense qu'on doit avoir 120 mètres carrés de bureau à l'époque, et on est un grand promoteur qui fait 1000 logements par an, voilà. Donc oui, mais c'est là quand même vous apprenez ce métier de la promotion. C'est quand même là que. J'apprends pas. Je voudrais pas qu'on fasse de moi quelqu'un de faux modeste. Je suis pas promoteur. Et quand je dis je suis pas un homme de l'immobilier, c'est que c'est pas ça mon métier. D'ailleurs, j'avais eu des discussions avec le président de l'époque de ce qui s'appelait Meunier, qui est ensuite devenu BNP Paribas Real Estate, voilà. L'honorable et brillantissime Philippe Zivkovic, qui me reprochait de ne pas aller voir les terrains et de pas être un promoteur. Et quand vous avez tout à l'heure évoqué les Pierres d'Or 2020, j'avais dit que, au fond, et je le dis vraiment sincèrement, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier. Je suis plutôt un gestionnaire d'entreprise avec un travail sur la ville, sur les populations, et voilà, parce que je me souviens d'où je viens, j'ai pas pas faire du misérabilisme, j'ai vécu en HLM, donc je sais aussi ce que c'est que la difficulté de se loger. Et donc, tous ces sujets-là, et d'être un jeune homme marié sans argent et devant se poser la question de savoir comment je me loge et quelle mobilité je veux, etc. Donc, je suis plutôt un gestionnaire de ça. Et faire de l'immobilier, c'est d'abord faire de l'immobilier, c'est au sens actif du terme, c'est acheter un bien immobilier, mettre un effet de levier, traiter une valeur future. Je l'ai jamais fait, puisque d'ailleurs il n'y a pas de foncière chez Nexity. Nexity, c'est une société purement de service. Je l'ai jamais fait parce que je ne sais pas très bien gérer les problèmes de dette. Peut-être d'ailleurs parce que mon père en avait beaucoup au moment de son décès, que c'est peut-être probablement ça qui me rend averse à la dette. Donc c'est une société de service. Donc là-dessus, je peux pas me revendiquer comme professionnel de l'immobilier. Ensuite, la promotion immobilière, c'est un vrai métier. Contrairement à ce que beaucoup de gens extérieurs à notre cercle, et là on est avec des professionnels de l'immobilier, pensent, l'immobilier c'est un métier très technique. Et complexe. Vous le direz à personne, mais donnez-moi un terrain et demandez-moi de sortir un permis de construire sur ce terrain ou d'aller avoir un maire bon pour courage, messieurs. Quelque chose. Oui. Eh bien, je suis une poule qui a vu un couteau, quoi. Je veux dire, je sais absolument pas. Et ce qu'on disait avec Philippe Zivkovic, c'est que lui, il aimait ce métier, il allait voir les terrains, etc. Et il me reprochait, il me dit, tu peux pas être un promoteur parce que tu vas jamais voir les terrains, tu regardes pas à quoi ça ressemble, etc. Et en final, j'en ai fait une règle de fonctionnement. C'est-à-dire que je pense que au niveau d'une direction générale d'une entreprise de promotion, je ne dois pas aller voir les terrains et je ne dois pas aller voir les élus. D'abord parce que les élus, ils ont besoin d'être avec des vrais spécialistes et je ne le suis pas. Et ensuite, si je vais voir le terrain, je vais être comme tout le monde. Au bout d'un moment, je vais devenir amoureux du terrain. Et donc, parce que il y a toujours un endroit où la fenêtre permet un éclairage, et puis c'est beau, et puis on va faire, etc. Et du coup, un peu comme des artisans de l'art ou de n'importe quel métier, des artisans, les développeurs et les monteurs chez Nexity, dans ces métiers de promotion, ça met 2-3 ans pour sortir une opération. Au fond, j'en deviens amoureux, sinon je me décourage devant tous les obstacles. Et donc, si je suis la même personne et que je suis comme mes collaborateurs amoureux du terrain qui me présentent... Vous êtes dans la dépression, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. C'est que juste, je vais pas avoir le recul nécessaire pour dire, au fond, attention, une entreprise, ça se gère. Et ça me fait penser d'ailleurs vous m'excuserez de digresser en permanence, mais ça me fait penser à ce qu'on voit dans certains mouvements de gouvernance dans les grands groupes, que ce soit l'immobilier ou ailleurs ces derniers mois. Il faut quand même se souvenir que quand on est chef d'entreprise ou quand on dirige, c'est la même chose quand on est cadre dirigeant ou qu'on est manager. On a un certain nombre d'objectifs à rendre. On doit dire ce qu'on va faire, le faire. On doit satisfaire les éléments financiers du dispositif, faire que les collaborateurs soient bien payés, ou correctement payé. Alors bien payé ne veut pas dire beaucoup payé, ça veut dire correctement payé. Et je suis très fier d'ailleurs de savoir que depuis hier on est Great Place to Work, c'est-à-dire une des 3 sociétés françaises. On est la 3e société française de plus de 2500 personnes, tout métier confondu, reconnue comme étant une entreprise qui respecte, qui engage et qui permet aux gens de s'épanouir. Enfin,
bon, pas les 10 000 personnes, mais une grande majorité d'entre eux ont voté pour ça, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc une fois qu'on a travaillé sur les objectifs à atteindre et les atteindre, la rémunération légitime des collaborateurs, il y a celle des actionnaires, et seulement après, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Alors on peut se dire qu'à ce moment-là, il faut aller vers du très social, vers l'entreprise à mission, vers une autre démarche de l'entreprise, étendre l'objet social de l'entreprise à ce qu'il faut faire. Et ce que je crois qu'il est indispensable qu'on fasse en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, quel que soit notre métier, c'est d'élargir de notre compétence et de notre métier à la société qui a bien besoin d'appui. Que voilà, le monde est en train de se déliter de partout. Si au moins ceux qui savent faire aident à faire que ça se structure, mais d'abord faut faire d'abord ces résultats-là, et donc c'est fondamental. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Plus que l'immobilier, c'est l'entreprise, la création de l'entreprise, le développement de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise qui vous passionne ou qui vous intéresse, oui, me semble-t-il. Dans un mode de fonctionnement qui est peut-être un des éléments du succès de Nexity, c'est que je me suis dit, au fond, il faudrait que tous les collaborateurs se sentent entrepreneurs. Et donc, moi, je dois m'occuper de ce qui est mon travail de dirigeant et de directeur général de cette entreprise, à savoir donner un cap, demander des objectifs, des résultats, et faire que ces résultats soient atteints, de façon à ce qu'ensuite, et donc chacun a sa place. Et donc moi je vais pas aller voir, sauf cas exceptionnel, l'élu local pour discuter du permis de construire, etc. C'est pas mon métier. Et puis je veux que mes patrons d'activité, ils aient leur drapeau, ils soient chez eux. Alors on a défini chez Nexity quelques règles du jeu qui sont tout ce qui est pas interdit est possible, voilà. Et donc, mais ce qui est interdit, c'est tout ce qui est le régalien. Alors, les salaires, les embauches, les ressources humaines, les capitaux et les engagements, le juridique et les systèmes d'information. Tout ça, c'est central. Le reste, ça permet d'avoir... C'est un peu comme ce que devrait être la Ve République, quelque part. Je fais de la provocation, mais c'est peut-être pas si loin. Voilà, c'est le principe de délégation. La délégation, elle est réelle parce qu'elle permet d'abord de rassurer le dirigeant que je suis, c'est de savoir que j'ai des spécialistes. Est-ce que je pourrais imaginer, si j'étais dans le monde de la voiture, j'imaginerais peut-être la voiture du futur, mais si j'ai pas le type qui sait monter le moteur, fabriquer le moteur, mettre la batterie, traiter le problème de roulement, les freinages, la sécurité, etc., eh bien, et le patron, mais lui-même est démuni s'il n'a pas une vision générale qui lui est proposée. Tout ça pour dire que je suis pas promoteur et que je suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais je le revendique pas comme une provocation. Je le revendique comme chacun à sa place. Et la place d'un dirigeant n'est pas de savoir mieux faire le travail que les collaborateurs. Alors, à propos de place, qu'est-ce qui se passe ? On franchit quelques années, vous allez être à la CGIS, et puis il y a cette possibilité de créer la structure qui va devenir Nexity. Vous avez la grosse quarantaine, je dirais, c'est pour la petite cinquantaine, si vous voulez. Petite cinquantaine, en 2000, j'ai 49 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui pousse un homme dont la réussite est belle, que vous devez à ce moment-là vivre agréablement, à se lancer dans une aventure entrepreneuriale de ce type-là, avec d'autres. Alors là, c'est une drôle façon de regarder la situation. Les journalistes sont terribles parce qu'ils ont pas le bon angle. Alors la CGIS, pour ceux qui savent pas, c'était la Compagnie Générale d'Immobilier de Services. C'était en fait une société dite de stockage de toutes les activités immobilières de la Générale des Eaux lorsque Jean-Marie Messier prend la tête de ça. Qui souhaitait. Alors, il se trouve que là aussi, c'est un concours de circonstances. Alors, on va me dire, il y a que ça chez voilà. C'est le hasard et la nécessité, oui, mais il faut qu'il y ait un peu de nécessité. On pourrait dire qu'à chaque fois, ce sont des anecdotes, mais ce sont des anecdotes fondatrices de quelque chose. Donc, en finale, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que fin 99, Jean-Marie Messier décide que l'ensemble de son groupe, qu'il a appelé à ce moment-là Vivendi, va être organisé autour des tuyauteries et plus de l'immobilier. Alors, ni l'immobilier, ni les autres métiers. Bien sûr. Rappelons-nous que Veolia, Foncia, Vinci, la Générale de Santé, la Générale de Restauration. Tout à fait. Je dois en oublier, voilà, pas mal. Tout ça, d'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelque temps avec Jean-Marie Messier, mais il me dit, mais tu te rends compte que si je vous avais laissé tous dans ce groupe, aucun de vous ne serait devenu leader. Alors que quand on regarde, il a permis à tous ces groupes de devenir leaders. Alors il se trouve qu'à ce moment-là, je suis avec Stéphane Richard
lui président et moi directeur général de la CGIS, que cette CGIS c'est devenu, on a fait un peu de ménage pendant 5 ans, c'est devenu principalement un promoteur, et que Stéphane et moi, on va voir Jean-Marie Messier en lui proposant de rester dans l'aventure Vivendi avec lui. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il nous dit non. Alors on dit qu'est-ce qu'on fait? Il me dit on va vendre l'activité immobilière. Bon, alors est-ce qu'on doit être vendu ou est-ce qu'on doit être on va se retrouver salarié? Bon, il y a à ce moment-là une équipe autour de 2 personnages importants de mon dispositif, enfin de ma vie, qui sont Pascal Audeau et Robert Dessin, qui recréent ou qui redynamisent LBO France. En 2000, je pense qu'on est un des premiers LBO. Voilà, je pense que vous, peut-être pas le premier, mais un des tout premiers de cette importance. Premier, parce que dans les années 95-96, il y a eu des LBO qui ont foiré. Voilà, il y a eu quelques échecs un peu. Du terme. Bon, il y a eu des gros échecs, et les banquiers sont devenus très peu. Mais là aussi, les cycles, un peu comme les banques immobilières, l'immobilier sans les banques, etc., enfin tout ce monde-là, le cycle recommence, et Robert Dessin, Pascal Audeau se disent après, et qui connaissent Stéphane Richard, se disent après tout, pourquoi pas. Bon. Et moi, le cousin de province, parce que c'était comme ça qu'on m'appelait à l'époque, le cousin de province. Ça fait un moment que vous n'êtes plus en province quand même. Encore en 95, 97, dans les années 2000, le microcosme parisien et quelqu'un comme moi, c'est pas très miscible au sens. Mais ça l'a jamais été, ça l'est toujours pas, mais ça me va très bien et je crois que ça leur va aussi à eux, c'est comme ça. Dans ces années-là, donc Stéphane Richard et Robert Dessin, Robert dit et Pascal Audeau disent nous on monte un LBO, pourquoi on ferait pas un LBO sur Nexity? Alors il se trouve que dans ma vie personnelle, à ce moment-là, je venais de me séparer de la femme avec qui j'avais vécu 25 ans et 3 enfants et tout, et que j'avais plus d'argent. Il me restait en tout et pour tout un modeste 150 000 euros sur un compte, voilà. Et donc quand le LBO se fait et qu'on regarde la possibilité de faire le LBO, c'était ou ça, ou rester salarié, ou chercher du boulot. Bon, j'ai 49 ans, je suis pas totalement classique. J'avais pas envie non plus. Je crois que c'est quand même un peu ça. J'ai organisé. J'ai parlé tout à l'heure. C'était une incidente, mais j'ai parlé tout à l'heure de liberté. De l'entreprise vis-à-vis de, une fois qu'elle a servi ses actionnaires, elle peut se permettre de faire un peu de choses différentes à côté, mais toujours dans l'objet social, bien sûr, mais en l'élargissant. Moi, j'ai toujours cherché ce sujet-là. Donc, l'idée qu'à un moment donné, dans un LBO, on pouvait faire quelque chose, puis j'avais pas grand-chose. Donc, quand on n'a rien, on peut tout risquer, c'est facile. Donc, Stéphane et moi, on fait équipe tous les deux. On se dit, on va y aller. On a un accord ensemble, voilà, qu'on a tous les deux, je crois, entièrement respecté. Et avec une dizaine d'autres personnes, on donne des preuves à ceux qui vont faire le LBO avec nous que nous sommes engagés dans cette histoire. Parce que le problème, c'est que, et vous le savez, parce que c'est toujours la même chose, l'immobilier, tout le monde, on a un inconvénient dans l'immobilier qu'on n'a pas dans le pétrole ou dans l'eau ou dans l'atome, etc. C'est que tout le monde a un avis sur l'immobilier. Oui, tout le monde a une idée. Tout le monde est meilleur que vous sur l'immobilier. Et moi, dans tous les dîners en ville où on parle de l'immobilier, tout le monde, je dis voilà ce que je pense. Il y a toujours quelqu'un pour m'expliquer que non. Et en plus, souvent il a raison. Souvent il a raison parce que moi, je peux avoir un raisonnement industriel macroéconomique et lui, il va avoir un raisonnement microéconomique. Le nombre de gens à qui je dis, tiens, ça vaut tant au mètre carré, qui dit non, mais moi, je l'ai acheté 20% moins cher et je sais mieux faire que toi. Et ils ont raison. Voilà. Ils sont juste pas des industriels de ce métier. Le sujet, c'est que tout le monde a un avis là-dessus. Donc, comme le nouveau LBO qui se faisait sur Nexity, c'était un petit LBO, mais qui nécessitait quand même, il a fallu 3 fonds de LBO autour de nous. C'est ça. La banque Lehman Brothers, qui à l'époque était présidée par Philippe Villain, LBO France avec Robert Dessin, Pascal Audeau, et puis la Caisse des dépôts dans son fonds de LBO Private Equity. Eh bien, on demandait aux dirigeants de mettre tout ce qu'ils avaient sur la table. Moi, j'avais pas grand-chose, donc je l'ai mis aussi. Je crois que Stéphane a fait pareil. Et puis après, ça a bien fonctionné. Oui, alors, c'est un peu court de dire ça a bien fonctionné, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas mal fonctionné du tout. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que vous faites ce LBO vous étiez quoi, une dizaine, une douzaine? Faisons simple. Le premier, il y en a eu. On était vraiment 3. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait Stéphane Richard, Jean-Louis Charon et votre serviteur. Ça, c'est le premier. Voilà. Ça, c'était l'équipe de base. Et coup de chapeau à Jean-Louis Charon, parce que c'est lui qui a fait l'ensemble des montages, qui était un peu complexe, qui était l'homme
intelligent du dispositif, et voilà. Et Stéphane et moi, on s'était répartis très très confortablement les sujets, on a bien bossé. Parce que c'est une période, si la CGIS aussi veut se débarrasser entre guillemets de son immobilier, c'est que c'est une période un peu complexe. Y a-t-il des périodes merveilleuses en matière d'immobilier? Rappelons-nous quand même que le contexte, la crise des années 95 est une crise de l'immobilier. Il y a eu un grand krach immobilier, mais personne ne l'analyse de ce krach immobilier, il faut la regarder d'une façon claire. On est dans un monde extrêmement spéculatif où tout le monde construit du bureau en blanc. Et le problème, c'est que le jour où ça se retourne, j'ai du stock. Ce que tout le monde sait sur le logement, c'est que le logement, c'est pas du stock, c'est du flux. Alors, je ne construis que ce que j'ai prévendu. Si j'ai pas fait les réservations, je fais pas le logement. Si j'ai pas fait les réservations, donc moins de risques. Il n'y a pas de stock. S'il n'y a pas de stock, les prix peuvent pas baisser. Enfin voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans les années qui viennent. C'est pour ça que je peux être, comme tout le monde, très agacé de la non-politique du gouvernement sur. On en reparlera. Sur ce sujet-là, mais je suis pas inquiet sur le fond parce que macroéconomiquement, on a besoin de logements, on n'en fabrique pas, donc forcément le balancier partira dans l'autre sens. C'est pas très. Il faut juste être capable de tenir cette distance-là. Mais le bureau, c'est un élément où d'ailleurs qui est le plus international. Ce sont des fonds étrangers ou des fonds internationaux qui s'intéressent, qui font des effets de levier, qui trouvent de l'argent facile à prêter, etc. Dans un moment où les banques contrôlent de liquidité, elles peuvent faire ce genre de choses. Donc dans les années 95, il y a un krach immobilier qui est dû au bureau vide. Et il se trouve que la Générale des Eaux étant un grand groupe multiforme, eh bien ils sont très engagés à plein d'endroits. Et tellement engagés qu'ils savent plus tellement comment ça se s'ordonne et ça se coordonne. Et là, Jean-Marie Messier va voir Bernard Arnault en disant, Bernard Arnault, tiens, ta petite boîte Georges V, vous avez pas fait de perte dans l'immobilier, donc vous êtes des bons, vous êtes meilleurs que les gens de la Générale des Eaux, ce qui n'était pas vrai, mais j'expliquerai après pourquoi. Et donc vous allez mettre de l'ordre là-dedans. Donc on commence à mettre de l'ordre, et Jean-Marie Messier, ce qui est légitime, c'est un sujet Général des Eaux, donc il faut un officier traitant de la Générale des Eaux, c'est Stéphane Richard avec Jean-Louis Charon. Il faut des professionnels de l'immobilier, c'est Michel Lefebvre et moi. Si on résume comme ça, c'est pas tout à fait exactement l'histoire, mais c'est pour la synthétiser. Et donc on met de l'ordre dans la CGIS qui était un monstre de 2000 sociétés, de 15 000 personnes. D'une complexité sans doute. Avec aussi bien une compagnie d'aviation qu'une société de sport, que des écoles de formation. Enfin bon, c'était un peu un fourre-tout de n'importe quoi. Et quand on se retrouve à la tête avec Stéphane de ce qu'on appelle, enfin ce qu'on a trouvé comme nom Nexity en juin 2000, on est beaucoup plus un promoteur avec un peu d'actifs. Voilà. Le choix du nom, par exemple. Alors parce que aujourd'hui, c'est un nom qui est totalement, j'allais dire, on n'est pas tout à fait comme Frigidaire, mais enfin, on n'est pas loin. Vous espérez pas la même fin. Mais Nexity, c'est entré dans le langage, tout le monde. Nexity, d'abord, ça a 20 ans, et puis on a beaucoup martelé. Alors, le nom, c'est une agence de communication dont, à l'instant, je m'en excuse auprès d'eux, mais je me souviens pas le nom, c'est pas très grave. On est sur le bureau de Stéphane Richard, il y a une douzaine de noms, c'est lui qui le repère, et je trouve que c'est bien. Et Nexity, c'est bien. Voilà. C'est lui qui, en fait, je lui rends la paternité. D'accord. Pas seulement de ça, mais de ça, voilà. D'accord. Et justement, le duo que vous allez faire avec lui, ça va durer 2 ans. Ça se passe bien? Ça se passe bien parce que c'est un accord qu'on avait entre nous. Stéphane, il fait. Alors moi, j'ai 49 ans. 2 ans après, j'en ai 51. Donc je suis déjà en train de penser à très amusant d'ailleurs. C'était le moment où je me disais très sincèrement, si lorsque j'aurai 55, 60 ans, il faudra que je m'arrête et tout. Bon, malheureusement ou heureusement, malheureusement pour ce qu'on va bientôt célébrer dans quelques jours, le décès de Jean-Philippe Ruggieri, mais heureusement aussi, j'ai pu faire un peu plus que 55 ans parce que au fond, j'ai continué de m'amuser beaucoup pendant toute cette période. Et Stéphane, lui, il avait une stratégie personnelle qui était moi je veux resservir l'État, je veux travailler je veux être le patron d'une grande société du domaine public. Il a réussi ce qu'il voulait. Il est fantastiquement intéressant, il a écrit sa carrière personnelle et il l'a totalement mise en œuvre. Puisqu'il fut directeur de cabinet de la ministre de l'économie et des finances, puis aujourd'hui il est le président de Orange. En étant passé entre deux chez Veolia. Enfin, tout à fait. Il a fait ce qu'il avait prévu et il a été vis-à-vis de nos Et alors accords, vous, est-ce que vous avez fait ce que vous aviez prévu?
Mais j'ai rien, enfin, j'ai des idées sur mon entreprise. J'ai des idées sur ce que peut devenir la ville de demain, sur la façon dont il faut réfléchir à l'inclusion, dont des gens comme nous ne pouvons pas être segmentés de notre métier. Je déteste tout ce qui est communautariste. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la FPI à un moment donné. Ça n'a rien à voir avec le dirigeant ou les dirigeants de la FPI. C'est juste que une chaîne comme celle de la ville et du logement, ça ne peut pas s'arrêter au métier de promoteur, alors que je suis aussi un opérateur. Je le revendique sans bien entendu penser que je suis une société du monde du logement social, mais je suis un acteur du logement social, je suis un acteur du bureau, de la ville. Vous êtes celui qui en construisait le plus en France. Donc j'ai plutôt une idée de ce qu'est la ville et de la façon dont on doit, avec un focus qui est essentiellement les personnes, les gens. Voilà, c'est ça ma vraie passion, c'est de me dire est-ce que je suis utile. J'ai pris un consultant j'avais lu un livre, une phrase qui était on peut pas être une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Voilà. Et donc cette notion d'utilité, j'aurais bien mis comme raison d'être utile. Alors on a mis la vie ensemble parce que utile ça a déjà été pris. Oui, mais voilà. Paraît. Mais voilà, mon thème à moi personnel n'est pas un thème de qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce que j'essaie d'amener cette entreprise à quel niveau. Et donc au moment où je suis en train de passer la main à Véronique Bédag comme directrice générale, qui le sera là au mois de mai de cette année, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que Nexity va continuer d'être utile, et je pense que nous le sommes. D'ailleurs, nos collaborateurs le reconnaissent. Peut-être même quelques partenaires à l'extérieur aussi, même si c'est pas toujours si simple que ça de faire passer cette idée qu'on peut faire en même temps son travail, être profitable et en même temps être utile à la collectivité. Cette notion public-privé qui est très schématique en France, qui n'existe pas comme ça à l'étranger. Et mon idée, mon thème à moi et ma passion, c'est de me dire est-ce que quand je suis plus là, Nexity continue d'exister ou pas. Voilà. Donc tout mon acte est là. Et au milieu de ça, je vais pas faire semblant que je m'occupe pas de moi, bien entendu, mais je ne m'occupe de moi qu'en secondaire par rapport à ce premier sujet-là. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Il me semble aussi que dans la vie de cette entreprise, il y a eu des grands moments et vous avez été quand même, le patron, c'est quand même celui qui déclenche les grands moments dans une structure avec des choix, avec des arbitrages, avec des deals. Vous venez d'en conclure un important avec AG2R La Mondiale. Il me semble que c'est ça aussi, ce métier de patron d'une grosse structure comme celle de Nexity. C'est-à-dire que là aussi, des lieux communs. Si je pédale pas, je tombe de mon vélo. Donc la seule chose qui est intéressante dans une entreprise, c'est le mouvement. La seule chose qui m'intéresse, c'est le mouvement. Alors pour pouvoir faire ce mouvement, il faut d'abord faire un certain nombre de choix personnels. Comme tout à l'heure, vous me posiez des questions personnelles. J'ai fait un choix personnel. Alors on refait un bref historique. Donc premier, deuxième LBO 2000-2004. 2004, je choisis introduction en bourse. Alors pourquoi je choisis introduction en bourse plutôt qu'un troisième ou un quatrième LBO qui aurait peut-être été d'ailleurs possible et très profitable. Possible, on verra, parce que au fond, on est en 2003, et si on se dit qu'un LBO c'est 5 ans, on tombait plein 2008. Qui aurait peut-être pas été la meilleure année, mais enfin bon. Mais en 2003, vous l'ignoriez. Et en 2003, je l'ignorais. Je décide d'introduire Nexity en bourse contre l'avis de mes partenaires de l'époque, parce que c'est le moment où on commence à faire de grandes opérations. On est très investi sur Boulogne-Billancourt et sur les terrains dits Renault. On commence à regarder, on vient d'acheter les terrains Alstom Transport à Saint-Ouen, qui va faire de nous un très grand opérateur dans ce domaine. Et là, on dépasse le temps des LBO, c'est-à-dire on dépasse les 5 ans. Je ne sais pas très bien si on y est pour 4 ans, 5 ans ou 12 ans. Les terrains Alstom à Saint-Ouen, on les a achetés en 2000, on terminera dans 2 ans. Donc c'est aussi un des autres sujets donc c'est pas compatible secteur. Le temps, oui. L'espace-temps dans lequel on est fondamental aussi d'ailleurs. C'est un élément très très fondateur de ce que je peux penser, c'est agir très très vite et d'être d'une impatience totale au jour le jour, et sur les stratégies d'entreprise être très long-termiste, parce qu'au fond il faut savoir passer les cycles, il faut avoir une vraie approche long terme de ces sujets-là. Et donc en 2004 on fait une très belle introduction en bourse. À cette époque j'ai 3% du capital.
Et je finis par passer beaucoup de mon temps à regarder le cours de bourse et à faire mes petits comptes. Moi, le cousin de province, le plouc de Dunkerque, ayant pas fait d'études, pas d'argent, oui, enfin, etc. pas fait d'études. Non, enfin, pas fait les grandes études dont vous parliez tout à l'heure et tout ça. Je finis par regarder le cours de bourse de façon obsessionnelle et à un moment donné, je me trouve stupide. Et je commence à avoir de mauvais raisonnements. Et donc, je décide début 2006 que je me ferai plus jamais augmenter, que je prendrai plus d'actions gratuites ni de stock option, et que j'allais essayer de faire de Nexity ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à un moment donné. Voilà. Donc, j'ai décidé que tous les ans, les 1% d'actions gratuites qui sont accordées par l'Assemblée générale en dilution pour permettre aux dirigeants de devenir des partenaires d'entreprise, je le répartissais sur l'ensemble du groupe. Et ça, c'est un élément fondateur du changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les salariés, les collaborateurs de Nexity et les 150 premiers salariés, tous les collaborateurs ont des actions, mais les 150 premiers salariés gagnent plus d'argent sur leur actionnariat que sur leur rémunération, ils deviennent des entrepreneurs. Et là, très confortable pour le chef d'entreprise que je suis, puisque quand ils viennent me proposer un projet, y compris un projet innovant, ben c'est autant leur argent que le mien. Bon. Et donc ça, c'est un élément fondateur de la stratégie Nexity, c'est-à-dire que on a aligné d'abord les intérêts des collaborateurs, on n'oublie pas nos actionnaires, on paye le dividende, on fait qu'ils soient contents du rendement et que si on peut avoir de la croissance dans les périodes où on peut, on le fait. Et puis ensuite, ben, il faut mettre le mouvement en place. Et il faut mettre le mouvement en place parce que la société change tout le temps, elle ne nous attend pas. Alors là, dans la période actuelle de Covid et de tout ce qu'il y a, on est dans un bouleversement plus complet. Mais 2008 a été une période de bouleversement, 2000 a été une période de bouleversement, etc. Oui. Donc tout le sujet, c'est de savoir comment on peut être en avance. Pour pouvoir être en avance, il faut être connecté à d'autres sujets que strictement les nôtres. Alors justement, c'est une de vos particularités, c'est que dans ce monde de l'immobilier, on en connaît quelques-uns, mais pas tant que ça, des gens qui prennent position publiquement sur les sujets dont ils traitent tous les jours sont pas légion. C'est-à-dire que vous signez très régulièrement des tribunes où vous dites vraiment ce que vous pensez et d'une manière sans... on sent bien que c'est sans filtre. Vous adressez même au chef de l'État. Et encore une fois, dans ce monde de l'immobilier, je connais pas énormément de personnes qui le font. Alors, qu'est-ce qui vous motive dans cette manière d'être et de faire?
Alors d'abord, d'abord ce que je suis. Si en 68 j'ai envoyé des pavés, c'est parce que quand même à un moment donné il y avait des choses qui m'interpellaient plus que moi. Bon, alors, mais il y en a d'autres qui ont ça aussi. Le sujet, c'est qu'en permanence je me souviens d'où je viens, de qui je suis et quelles sont mes valeurs. En fait, je donnerais ça à mon père et à ma mère, et je crois qu'il faut jamais oublier ça. On apprend des choses et on les a en soi. Donc moi je pense et je reviens là-dessus, si je suis pas utile et si je peux pas être. Alors est-ce que une fois que, et je reviens à ça, justement, excusez-moi, mais je digresse un peu parce que je suis dans mes pensées, mais une fois que j'ai servi l'ensemble de mon dispositif, j'ai fait mon boulot de chef d'entreprise. La boîte est en croissance, elle sort les résultats, il y a du résultat, je le distribue, je paye les collaborateurs, voilà, et je fais des collaborateurs des actionnaires. Au fond, j'estime que de ce côté-là, Après, en tant que citoyen, en tant qu'homme, au sens large du terme, je me désintéresse pas du monde dans lequel je suis. Je suis pas dans une bulle qui s'appelle Nexity où tout ce qui se passe en dehors de moi. Voilà. Il y avait un film qui est un film de série Z Prime dans les années 70. Les meilleurs. Qui s'appelle Zardoz, dont les deux acteurs étaient Charlotte Rampling et Sean Connery, où il y avait une espèce d'élite qui survolait un peu le monde. Oui, je vois bien un peu de la SF, un peu immortelle. Oui. Et puis il y avait toute la plèbe qui se débrouillait. Puis à un moment donné, la plèbe, elle remontait, puis elle tuait les immortels. Et voilà. Bon. C'est une vieille histoire. On doit, oui, mais c'est assez fondateur. On peut pas oublier le monde dans lequel on est. Donc une fois que j'ai fait mon boulot, je me sens libre. Alors bien sûr, mon directeur financier me dit attention, si vous dites que ça fonctionne pas la politique du logement, les analyses vont penser que vous croyez pas à votre marché, que ça va s'effondrer, etc. D'où beaucoup de discours sur la macroéconomie, la démographie. Et c'est quand même, ce sont des critères. On peut pas regarder ces sujets immobiliers sans réfléchir croissance, démographie, âge de la population, vieillissement, arrivée des jeunes, mobilité, etc. Donc on a besoin d'une sociologie de ces sujets-là. Et donc, je pense que un chef d'entreprise aujourd'hui ne peut pas se contenter de n'être que le représentant de son entreprise. Donc, celui qui parle, il parle. J'ai une légitimité parce que je représente quand même le premier acteur de service à l'immobilier en France, mais aussi le premier promoteur avec plus. Mais vous pourriez vous dire pas de vague et puis. Non, mais pas de vague. Voilà. Ben oui, mais pas de vague. Mais aussi, j'aurais pu dire tiens, je vais m'occuper de mon enrichissement personnel et aujourd'hui j'ai toujours 3% de Nexity comme au premier LBO en 2000. Pas plus. Alors, simplement, la maison a un peu... Elle a un peu grandi, donc ça fait plus. Je suis pas dans les 100 premières fortunes françaises ou 500. Vous le fûtes. Ouais, une année parce que le cours de bourse était très haut et que je devenais débile à regarder ce cours de bourse tout le temps. Je veux dire, bon, oui. C'est d'ailleurs ça aussi qui m'a amené à dire arrête ça, c'est pas sujet. Je suis profondément intéressé par notre vie. Je parlais des jeunes et de la formation. J'ai demandé chez Nexity aujourd'hui que sur chaque recrutement, quand on présente 3 candidats, il y a un jeune de moins de 26 ans. Pas parce que je vais l'embaucher comme ingénieur technique avec 20 ans d'expérience, mais parce qu'en le faisant venir sur ce poste-là, je vais le mettre en contact de quelqu'un qui parle le même langage que lui, qui va peut-être lui trouver une opportunité. Aujourd'hui, sur chaque recrutement de Nexity, j'ai 37% de jeunes de moins de 30 ans qui sont recrutés. C'est fondamental. Bon, aujourd'hui, de la même façon, je trouve que c'est fondamental de penser la ville. Et la façon dont on pense pas la ville, me désole. Alors, puis peut-être que c'était aussi par provocation à un moment donné une façon de se positionner. Si on réfléchit, j'aime bien l'idée d'une stratégie du jeu de Go appliquée aux entreprises. Au jeu de Go, tous les pions ont la même valeur et on gagne par les périphéries. Donc tous les pions ayant la même valeur, la différence entre un pion et un autre, c'est l'endroit où il se situe sur l'échiquier. Bon, veut dire que je me situe au centre, mais que c'est par les périphéries que ça va gagner. Donc, qu'est-ce qui permet à Nexity d'être plus connu ou d'être plus interlocuteur que les autres? Peut-être parce qu'à un certain moment, on a décidé de prendre des risques de citoyens. Quand Jean-Louis Borloo crée l'ANRU et les zones en rue, on est le premier opérateur à aller dans les zones en rue. Aujourd'hui, on a 20% de part de marché dans ces zones parce qu'on a cru que là où les gens avaient vraiment besoin de se loger de petits moyens, on avait peut-être quelque chose à apporter. Là où la plupart des promoteurs, et je les critique pas, se sont préoccupés de dire plutôt allons chercher l'argent là où il est. Bon. Ces approches-là nous ont permis d'exprimer des choses.
Maintenant, exprimer des choses dans cette période, comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'interviens quasiment plus parce que je pense que le gouvernement actuel a autre chose à faire qu'à se préoccuper de ces sujets-là, que tant qu'on n'est pas sorti ou tant qu'on n'a pas pris un rythme de vie intégrant le Covid ou ses conséquences, je pense que le modèle de société ne permet pas d'avoir des visions très prospectives. Je le regrette parce que 2022-2023, on va avoir un vrai problème du logement en France, de la rénovation, de tous ces sujets de l'inclusion et du fait que les gens sont mal logés, ne seront pas mieux logés dans 2 ans. Et comme la démographie fait que la population est en croissance, on va avoir un vrai problème, mais c'est pas le moment d'intervenir là-dessus. Il y a aussi la façon dont vous travaillez avec des hommes et des femmes dans votre structure, et vous avez choisi des hommes et des femmes de grande qualité autour de vous. Ça s'est passé comment? Comment est-ce qu'on fait ce choix? Je crois que tout le monde a des gens de bonne qualité autour de soi, et que ce que j'ai choisi d'abord, c'est la diversité. Comme je suis quelqu'un de très incertain et je doute énormément. J'ai pas peur, mais j'ai de doutes. Donc je me suis dit, c'est bien de pas être monoculturel, et il faut que tu additionnes des différences, des cultures, etc. Tout le monde sait que j'ai plutôt une vocation, même si aujourd'hui je sais pas très bien sur qui ça pourrait s'exprimer, d'homme de gauche, mais j'ai autour de moi des gens de droite, j'ai des gens de religion, d'origine culturelle, de formation différentes, etc. Sont souvent des éléments de rencontre. J'ai alors bien entendu à un certain niveau de poste, si c'est un ingénieur, il faut qu'il soit ingénieur. Si c'est un financier, il faut qu'il soit ingénieur. Mais entre 2 financiers ou entre 2 ingénieurs, j'ai souvent, je l'ai dit encore il y a pas longtemps à quelqu'un qu'on est en train de recruter pour un poste important chez Nexity, j'ai dit vous êtes une personne, elle a 40 ans, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez faire, et vous savez que si vous vous plantez, c'est surtout vous qui allez vous planter. L'entreprise aura peut-être un peu mal, mais vous aurez plus mal que l'entreprise. Donc c'est à vous d'être consciente de vos choix. Donc moi je suis pas là pour vérifier avec des cases si vous avez toutes les cases qu'il faut pour être la bonne technicienne ou le bon technicien de tel ou tel sujet. Donc après, ce que j'essaie de voir, c'est si est-ce qu'on a des valeurs communes, et est-ce qu'on s'intéresse collectivement au pays dans lequel on est. Si je devais le résumer, je dirais que ce qui m'intéresse le plus chez les gens, c'est quand ils ont d'abord un intérêt collectif et qu'ils considèrent que l'intérêt public au sens large du terme, que ce soit l'entreprise, le secteur d'activité ou plus largement, leur permettra après de vivre bien, mais pas d'abord eux et ensuite les autres. Voilà. Donc je cherche beaucoup et je me trompe 7 fois sur 10, mais pour les 3 fois où je me suis pas trompé, qu'est-ce que c'est bien. Voilà, c'est ça qui compte. Justement, vous vous êtes pas trompé. Et souvent, vous ne vous êtes pas trompé. Si, je me suis trompé très souvent. Mais ce qui est formidable, c'est voilà. Demain. Demain quoi? Demain. Demain, je suis président de Nexity, donc, mais aussi représentant des actionnaires, parce que dans la petite histoire que l'on vient de se raconter, comme petit à petit les salariés de l'entreprise et moi on représente 18% du capital, que Arkea et maintenant AG2R me font confiance, on a fabriqué ce qu'on appelle une action de concert. Donc, cette action de concert qui représente un peu plus de 20% du capital nous permet au fond et me permet à moi d'être un actionnaire de référence. Donc je vais être un président attentif au fait que les actionnaires et l'état d'esprit de l'entreprise continuent de fonctionner. Et puis je vais laisser la main on se rappellera peut-être nous deux on le sait, mais peut-être que les autres le savent pas. Le choix de nommer Jean-Philippe Rogeri, directeur général de Nexity, je l'ai pris il y a 3 ans parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était temps que je ratiocine un peu, vous voyez, je parle beaucoup, je suis tout le temps en train de raconter des trucs, j'ai des histoires et tout. Je finissais par me dire qu'il fallait du sang neuf. Et donc, la meilleure façon de mettre du sang neuf, c'est de mettre une équipe plus jeune et des gens qui aient d'autres approches que les miennes. Alors, la même philosophie de vie, donc le même intérêt au collectif, l'intérêt personnel en second, et ça c'était Jean-Philippe, donc j'avais fait ce choix-là, donc on a eu le décès de Jean-Philippe, le temps de l'absorber, le temps de vérifier que Véronique Bédac, qui était déjà dans l'entreprise, avait le temps de l'apprendre un peu mieux, puisqu'elle était rentrée il y a 4 ans. Donc demain, je continue de m'occuper de Nexity, je vais être quand même sur les grandes allocations de ressources, sur les grands choix d'hommes, etc., je vais être un peu là.
Et puis j'espère être utile à d'autres métiers ou à d'autres sujets. Donc je vais peut-être que dans un an ou deux, je chercherai un peu plus de travail. Je viendrai voir, je mettrai une petite annonce. Oui, cadre expérimenté, oui. Je cherche un petit peu de Vous sujets. Trouverez. Voilà. Il me semble quand même. Mais pas de monde associatif. On ne se connaît que depuis quelques années, sans doute trop de bon côté. J'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui, vous avez trouvé la paix quelque part. Je le disais dans votre portrait Pierre d'Or, c'est comme ça que je vous perçois, peut-être de l'extérieur. Alors ça, c'est dramatique. Ah bon? Ouais, voilà. C'est formidable, la paix, non? La paix, c'est le commandeur, c'est la statue du commandeur, c'est quelque chose d'immobile. Non. Ah non, la paix, c'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça. Bon, alors je me trompe. Je suis pas du tout en paix. Je me lève tous les matins en me disant qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Comme tout le monde, la peur du vide, comme n'importe qui. Je sais pas parce que j'ai 70 ans que je me mets dans la situation de me dire que c'est terminé. D'autant plus que ma vie personnelle a fait que je suis très heureux avec une jeune femme que j'ai rencontrée il y a maintenant un peu plus de 10 ans et qu'on a une fille qui a 8 ans. Oui. Et que, voilà, et que pour elle, j'ai besoin d'être en activité. Donc, je vais refaire des choses. Alors, certainement pas dans l'immobilier, parce que bon, ça va, quoi. Ou alors peut-être du vrai immobilier, mais je crois que j'ai trop peur de la dette, donc j'en ferai pas. Et plutôt l'idée d'accompagner des gens qui se diraient que je peux être utile à quelque chose. Je cherche pas des honneurs, je les ai eus. J'ai cherché les honneurs quand je suis arrivé sur Paris dans les années 95. Dire personne me connaissait, j'avais l'air d'un plouc, je m'habillais mal, je ressemblais à rien. J'étais ce que j'étais déjà, mais bon, il fallait que Donc j'ai comme tout le monde, j'ai eu ce moment où j'ai cherché. Ça fait un moment que je l'ai, tout va bien. Donc cette paix-là, peut-être cette recherche de reconnaissance est peut-être passée, et maintenant plutôt l'envie de transmettre, mais pas de l'envie de transmettre. Genre, je vais faire mes mémoires, ou je vais faire des entretiens comme celui qu'on est en train de faire toutes les semaines, ou je vais faire des masterclass ou des trucs comme ça. Peut-être oui, une fois de temps en temps, mais surtout dire à des gens qui se disent tiens, il peut nous être utile parce que Nexity depuis 2000, c'est 60 opérations de fusion et acquisition, de vente, d'achat de société, de modification. C'est une transformation profonde de cette entreprise qui faisait 300-400 millions de chiffre d'affaires en 2000, qui en fait presque 5 milliards cette année. C'est devenu un acteur au-delà de ce qu'est juste le métier de promoteur. Donc cette expérience que j'ai acquise, j'ai envie de la transmettre. Alors peut-être, je sais pas, dans l'agriculture ou dans la distribution ou dans l'internet, mais en tout cas en accompagnant Nexity longuement et durablement, parce que c'est aussi l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de mon conseil, vis-à-vis de Véronique Bédag et l'équipe dirigeante, et en leur laissant toutes les manœuvres, comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire au fond 2-3 trucs qui sont de ma responsabilité de président. Et tout le reste, même si c'est pas comme j'aurais fait, même si c'est pas ce que j'aurais eu envie de faire à ce moment-là, ça sera sa responsabilité, celle de l'équipe qu'elle va se constituer et qu'elle va prendre en même temps des gens de l'interne et de l'externe, et elle a un mix à trouver qui va être sa main, et dans quelques années, c'est elle qui vous racontera comment elle a redoublé l'activité de Nexity, comment elle en a fait un acteur engagé de la ville, parce que ça, fondamentalement, on reste dans notre métier, c'est la ville, et la vie ensemble. La ville, la transmission, je trouve que c'est une belle conclusion. Merci Alain Dina. Merci beaucoup. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or.